Bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse d'Hydro-Québec en ce 6 avril. On est actuellement au centre de coordination du réseau d'Hydro-Québec ici à Montréal. C'est l'endroit où on assure en continu la vigie de l'état du réseau d'Hydro-Québec et qu'on coordonne les activités de rétablissement lors d'événements et de pannes comme aujourd'hui. Donc, on tenait à vous inviter pour que vous puissiez voir l'endroit aujourd'hui. Avec nous sont présentes Sophie Brochu, présidente directrice générale d'Hydro-Québec, M. Pierre Despart, PDG par intérim nommé qui entrera en fonction dès la semaine prochaine, Régis Tellier, vice-président opérations et maintenance, et Maxime Nadeau, directeur du contrôle système énergétique pour Hydro-Québec. Nous allons débuter avec une allocution en français suivie d'une période de questions en français et ensuite la section anglais suivra. Donc sur ce, je cède la parole à Sophie et à Pierre. Merci. Alors, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Merci de prendre le temps d'être avec nous ce matin. J'ai l'opportunité inattendue de vous présenter, d'être avec Pierre et de vous présenter Pierre Despart. Et le Québec aura l'occasion de découvrir un homme extraordinaire au cours des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois. Mes premières paroles vont être pour nos clients qui sont affectés. D'abord, je veux vous dire que nous déployons tout ce que nous pouvons de moyens humains, financiers et techniques pour vous raccorder le plus rapidement possible. Vous allez avoir la présentation de Régis tantôt qui va tous vous expliquer ça. Je vous remercie également par avance de votre patience, parce qu'aussi vite on veut aller, on découvre toujours tout plein de petites embûches qui nous empêchent d'aller aussi vite. Et là, je vais vous demander de l'aide, chers clients, surtout sur l'île de Montréal, qui avait des voitures stationnées près des trottoirs. Alors, un des enjeux qu'on a présentement, c'est que nos équipes qui cherchent à s'approcher des arbres, s'approcher des équipements électriques ont de la difficulté parce que les voitures sont stationnées dans la rue. Alors, on ne vous demande pas de sortir votre voiture automatiquement, mais lorsque vous verrez les équipes d'Hydro-Québec arriver, si vous êtes en mesure de le faire, s'il vous plaît, déplacez les véhicules pour que nous, on puisse arriver rapidement à nos équipements. Et puis, je vous demande aussi de réfréner l'envie de toucher aux arbres, de toucher aux fils. C'est vraiment pas une bonne idée. Et je vous dis aussi que c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on va moins vite, c'est pas parce que c'est Pâques qu'on n'ira pas donner le 100% de ce qu'on a. Et ça, c'est très important. Même s'il fait chaud, quand on n'a pas d'électricité, c'est très, très anxiogène. Alors, je passe la parole à Pierre. Merci. Bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Juste mentionner que les équipes d'Hydro-Québec sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant le plus rapidement possible. Les équipes en région sont à Montréal pour supporter les équipes là, ici sur l'île de Montréal et tous les efforts sont faits pour raccorder le plus rapidement l'ensemble des clients. Je tiens à remercier les employés qui sont à pied d'œuvre, qui vont faire de grosses journées aujourd'hui et demain et jusqu'à temps que l'ensemble des clients soient raccordés. Et je tiens à les remercier publiquement et on compte sur eux et merci beaucoup. Et sur ce, je vais passer la parole à Régis Tellier, qui est le vice-président opération maintenance, qui va vous donner un peu plus la situation telle qu'elle est présentement et notre plan d'action au cours des prochains jours. Merci. Régis? Merci beaucoup, Pierre. Merci, Sophie. Oui, un petit rappel sur les événements. C'est un événement quand même de grande ampleur. Là, on parle d'environ 1,1 million de clients touchés. Ça a rentré par l'Outaouais. On avait déjà des accumulations de 25 à 30 mm de verglas. Jusqu'à hier soir, là, moi, je suivais ça là, pour m'assurer, voir au niveau de l'Est du Québec à quoi ça ressemblerait, pour voir ce matin si on devait faire déplacer des équipes ou pas. Mais déjà, on était prêts. Là. Nous, dès le début de semaine, là, les équipes, notre centre d'urgence était mobilisé pour être capable de se préparer et de voir un peu où est-ce que ça pourrait frapper. Mais là, on voit que ça s'est concentré beaucoup dans la région de Montréal, la région de l'Outaouais, la région de la Montérégie. C'est vraiment là, qu'est-ce qui est au nord, au sud, près du fleuve, là, qui a vraiment eu davantage de dégâts. On peut voir déjà en ce moment, là, avec le nombre de clients touchés, ça s'est assez stabilisé. Il n'y a pas de nouveaux clients qui se rajoutent.
Donc, on peut s'attendre là, que la mobilisation au terrain au cours des prochaines heures, là, en ce moment, là, qu'on va commencer à avoir là, certains rétablissements là, qui vont se passer, parce qu'évidemment, on a des ordres de priorisation, je vais en parler un petit peu plus tard, mais on va pouvoir voir déjà là, la logistique est partie là, au terrain là, pour voir comment ça va se rétablir. Donc, évidemment, les régions touchées, Montréal, beaucoup, c'est à peu près 45 à 50 de l'ensemble de nos pannes qui sont sur l'île de Montréal. Mais oui, Laurentides, Laval également, là, on parle de 100 000 clients également qui sont touchés dans ces régions-là. Fait important à mentionner, 25 de nos pannes concernent des pannes de plus de 1000 clients. Donc, ce que nous, on appelle là, des pannes au niveau de nos disjoncteurs, de nos protections de ligne et ce type de panne-là. C'est ça qui donne un bon signal, comme quoi que ce sont des branches, ce sont des arbres qui ont venu prendre contact avec nos fils, nos tronçons de fil, et c'est ça qui a généré l'ouverture de certaines protections qui vont intervenir. C'est quand même une petite distinction à faire avec la tempête qu'on a vécue pendant le temps des fêtes, où est-ce que là, on était vraiment dans des poteaux cassés, des transfos qui étaient au sol, donc une complexité un petit peu plus grande en termes de dégâts, en termes de travaux. Donc, on est assez confiant là, que par rapport à la nature des pannes, ça va nous donner bon espoir là, qu'au cours des prochains jours, là, on va être capable d'intervenir rapidement. On a vu à certains endroits, j'ai vu hier Mirabel, où est-ce qu'on avait quand même 4-5 poteaux. Donc, il y a certains endroits là, qui a quand même des poteaux au sol, des dégâts un petit peu plus importants. Mais somme toute, là, de façon globale, là, c'est vraiment des branches qui ont touché à notre réseau. La force de frappe, très fière de ça, c'est 1100 travailleurs qui sont au terrain ce matin. Évidemment, à cause de justement la situation d'hier soir, qu'on a vu que dans l'Est, ça a été moins touché, on a fait déplacer des équipes ce matin qui sont parties, là, dépendamment, Bas-Saint-Laurent, Québec, Chicoutimi-Lac-Saint-Jean, qui sont venus prêter main forte à leurs collègues. Il y a également nos partenaires, des fournisseurs également, qu'on a fait appel au Québec pour venir nous prêter main forte là, à ce niveau-là. Puis évidemment, des équipes au niveau de la végétation. On parle environ de 50 à 60 équipes là, qui sont également concentrées dans la première, deuxième couronne là, avec l'île de Montréal là, pour intervenir sur la végétation. Également, vous voyez, là, il y a toute une force de frappe également de soutien au niveau des communications, les soutiens administratifs pour être capable d'assurer toute la logistique là, également qui sont au rendez-vous. Au niveau du délai, on peut voir, là, on a déjà environ beaucoup de pannes qui sont assignées à des équipes. Les autres, ils partent pour la journée, là. Assez confiants qu'en fin de la journée, on va être aux alentours de 300 000 à 350 000 clients. C'est l'objectif qu'on s'est donné pour être capable de rétablir rapidement. Donc, si on voit que la température de notre côté, là, ça va nous aider à intervenir rapidement, là, où les conditions sont plus favorables, contrairement à hier en soirée, faire du déplacement avec les routes avec du verglas, c'était trop risqué là, par rapport à certaines équipes qui partaient de plus loin. Évidemment, demain, une autre grosse journée. On pense également qu'on va être environ aux alentours de 300-350 000 clients aussi, là, comme force de frappe. Mais je peux déjà vous confirmer là, que ça va malheureusement aller sur le long week-end de Pâques, là, possiblement samedi, dépendamment de certains endroits plus complexes là, qu'on va devoir intervenir là, pour être capable de rebrancher. Mais on est assez confiant de 70-80 aux prochaines 24 heures qui va être rétabli au niveau de la clientèle. Souvent, j'entends parler des questions sur la comparaison avec le verglas de 98. Moi, je peux déjà vous dire que c'est deux choses complètement différentes. En 98, c'était principalement le réseau de transport d'Hydro-Québec qui était affecté. Ça, c'est les grands pylônes d'acier. Et là, quand on est dans le rétablissement sur ce genre d'infrastructure-là, on est plus aux alentours de semaines quand on calcule ça. Tandis là, on est vraiment au niveau du réseau de la distribution. Donc, c'est beaucoup de pannes, mais des petites pannes moins d'envergure. Où est-ce que notre force d'intervention, on est plus au niveau de certains, en termes d'heures, en termes de jours, là, pour ce genre de rétablissement-là. Donc oui, c'est du verglas, mais c'est vraiment en termes de dégâts, là, deux choses complètement différentes. Ordre de priorisation, ça, je vais vous en parler. C'est normal. Hier, on avait beaucoup d'appels de service, des appels 911. On commence par ça parce qu'on doit s'assurer de la sécurité du public quand il arrive des événements là, de cette ampleur. Par la suite, bien, là, on va sur des installations névralgiques là, pour la société. Donc, on est dans les hôpitaux, les CHSLD. On a également les résidences pour personnes âgées, mais aussi les infrastructures au niveau des municipalités, là, les stations de pompage, ce genre d'équipements-là, les équipements de communication d'urgence également. Puis par la suite, bien, on travaille là, dès maintenant aussi à rétablir des pannes là, qui touchent le plus nombre de clients, le plus important, pour être capable de rétablir rapidement. Puis on avance comme ça dans le temps, là, avec de plus en plus, on va faire des pannes qui vont avoir de moins de clients là, pour rétablir le service. Ça, je peux déjà vous dire, pour avoir parlé beaucoup avec nos équipes qui sont vraiment là à pied d'œuvre, ils font tout leur possible, là, sont très professionnels, je suis très fier d'eux pour être capable là, de mettre l'épaule à la roue, comme on dit, là, pour rétablir rapidement. Ils font vraiment en leur possible, là, puis ça, c'est super. Petit moins, souvent on mentionne, tu as vu nous parler tantôt, des fois c'est le fun, donc, si on peut être aidé là, par rapport à des véhicules pour être capable de nous dégager de l'espace avec accès avec nos équipements.
Fait important, par exemple, s'il y a un fil ou une branche qui touche au réseau d'Hydro-Québec, s'il vous plaît, ne pas s'approcher, ne pas toucher. Des fois, on peut penser que l'arbre, la branche n'est pas conducteur, mais c'est extrêmement dangereux. Même si on peut penser que le quartier, il n'y a pas de courant, le fil peut être alimenté. Donc, je vous demande vraiment, là, si possible, de rester le plus éloigné possible. Puis si vous voyez qu'il y a un danger immédiat, appelez le 911 puis on va intervenir là, pour être capable d'aller sécuriser les lieux. Ça reste qu'en ce moment, l'infopan, les médias sociaux, ça reste la meilleure tribune pour être capable d'être tenu au courant de l'information, de l'avancement au cours de la journée. Évidemment, pour ceux, des fois, qui peuvent avoir des proches seuls, de faire un petit appel, de s'assurer que c'est correct, de prévoir de l'hébergement pour peut-être les gens à certains endroits que vous sentez, ça peut être plus durant en fonction de l'ampleur des dégâts. Je pense que c'est un bon geste de prévoir cet aspect-là de votre côté. Et puis, comme mentionné, là, je veux quand même porter attention à remercier mes équipes au terrain. Ça fait, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a des longs week-ends, des longs fights, sont mis à contribution. C'est notre métier. On sait qu'est-ce qu'on a à faire là-dessus, mais quand même prendre le temps de remercier eux et leur famille de cette contribution-là là, qui est exemplaire. Mais merci aussi à notre clientèle, votre compréhension, votre résilience. Et merci aussi aux partenaires municipaux avec qui on collabore quotidiennement là, par rapport à des événements comme ça pour être capable de rétablir le service le plus rapidement possible. Merci. Merci, Régis. On est rendu à la période de questions. Il y a un micro qui circule à l'arrière avec ma collègue Caroline. Juste bien vous nommer, s'il vous plaît, le média que vous représentez pour la période de questions auprès de Régis Tellier. Bonjour. Andy Saint-André de TVA Nouvelles. Peut-être à vous la question, M. Tellier. Vous avez parlé d'ordre de priorisation tout à l'heure, les hôpitaux, les CHSLD, dans certaines municipalités, stations de pompage, où c'est le plus critique au moment où on se parle. Je vois qu'à Châteauguay, par exemple, il y aurait des inondations. Est-ce que dans certains hôpitaux, il y a des endroits où c'est plus névralgique qu'à d'autres endroits? Bien, nous, on est en communication constante avec les municipalités, justement, pour nous faire état un peu de cette situation-là. Là. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je vois la densité. Là. Châteauguay, tu parlais de Châteauguay, Vaudreuil. Je vois également là, tout ce qui est Laval, Montréal. Bon, évidemment, il y a des hôpitaux. Là, fait, tout ce circuit-là est touché en ce moment. Là. Donc, nous, on intervient vraiment en priorité par rapport à ces interventions-là. Mais avec la collaboration qu'on a avec nos gens qui sont au milieu également, proches des municipalités, proches de notre clientèle, d'aller chercher de l'information. Là, puis on a des fois à reprioriser en fonction d'une nouvelle urgence. On le fait. C'est en continu qu'on fait cette repriorisation-là. Prochaine question est peut-être pour Mme Brochu ou encore Monsieur Despart. La vérificatrice générale a été très sévère dans son dernier rapport quant à la fiabilité du service d'Hydro-Québec. Est-ce qu'il n'y a pas là l'importance, avec l'événement qu'on vit en ce moment, d'accélérer les investissements, d'accélérer les changements? Oui, bien en fait, quand la vérificatrice a émis son rapport, d'abord, Hydro-Québec a accepté ce rapport-là. Il s'est dit en accord avec les conclusions. Depuis quelques années, Hydro-Québec a accru substantiellement les investissements dans ce qu'on appelle le contrôle de la végétation, élaguer des arbres pour éviter le plus possible que des branches d'arbres entrent en contact avec le réseau, je dirais, sous opération normale par des grands vents ou des trucs comme ça. Maintenant, ce qu'on vient de vivre, c'est une grande crise de verglas. Alors, disons que l'événement météo, en lui-même, il n'y a pas un programme de végétation par lui-même qui va être capable de faire ça. Alors, il faut s'assurer que la mécanique fonctionne bien. Ça, c'est le programme de maintenance, puis on a augmenté considérablement nos investissements. Il faut que la végétation, de manière générale, soit mieux maintenue, puis ça aussi, on a augmenté significativement nos investissements. Mais des événements météo comme on vient de vivre, on va en avoir de plus en plus. Ils vont être de plus en plus importants. Il faut que la société civile se dote d'une résilience. Nous, on vient de publier notre premier rapport d'adaptation au changement climatique, comment on réfléchit au réseau, comment on construit nos équipements. Régis et Claudine, chez nous, qui travaillent à la définition des actifs, on réfléchit comment on peut accroître la résilience. Mais toute la résilience, tout l'argent du monde, ne peut pas se faire juste du côté d'Hydro-Québec. Il faut vraiment qu'on ait une conversation civile sur comment on se dote. Alors, par exemple, un village, une ville, une communauté qui ait un lieu qui soit toujours desservi. Si c'est par génératrice, c'est bien correct parce qu'on a besoin d'avoir l'électricité où les gens vont pouvoir se rendre pour prendre une douche parce que quand on est en campagne, on n'a pas d'électricité. Sur l'île de Montréal, il y a ça. Quand il n'y a pas d'électricité, on a les toilettes, on a les douches. Mais toute cette résilience-là, c'est une affaire commune, c'est une affaire de société. Hydro-Québec va faire son bout, croyez-nous, puis on va augmenter nos investissements, puis on le fait de manière scientifique. Mais il y a un grand bout qui va nous appartenir de développer de la résilience devant ce qui va être de plus en plus difficile.
Bonjour, Éric Plouffe de Radio-Canada. Ma question s'adresse à la personne qui pourra y répondre. Est-ce que l'approvisionnement matériel, disons, les transformateurs avec approvisionnement qui semblait problématique pendant les pannes du temps de Noël, Oui. est-ce que ça pourrait causer un problème? Est-ce que ça pourrait être un enjeu dans le rétablissement de l'électricité? Ouais. Pas par rapport à l'événement qui est là. On avait quand même des stocks de sécurité, des inventaires qu'on avait prévus, entre autres, là, par rapport à l'événement de décembre, de janvier. Par rapport à ce que je vois, là, on devrait être correct, mais on travaille beaucoup avec nos fournisseurs, nos équipementiers, pour être capable de se construire des inventaires-là, parce que des événements comme ça, on en a vu 2 majeurs en 2022. On s'attend qu'on pourrait en avoir au cours des prochaines années. Donc, toute notre stratégie d'inventaire est en question, mais en ce moment, on en a un peu partout là, par rapport à la nature des dégâts, pour être capable d'y répondre. D'accord. Une petite précision à propos du rétablissement de l'électricité pour les clients. Si je comprends bien, le 70-80 là, c'est à peu près 700 000 foyers qui devraient avoir de l'électricité d'ici les prochaines 24 heures, c'est ça? D'ici vendredi minuit, mettons, fin de journée, là, parce que mes gens, là, ils font des 16 heures, fait qu'ils travaillent le matin, ils continuent toute la journée comme ça, fait qu'il va y avoir aussi des rétablissements en soirée, là, mais cet objectif-là, c'est vendredi, vraiment, fin de soirée. Là. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Ici Fanny Lachance-Paquette de Nouveau Info. Par rapport au nombre d'équipes que vous avez sur le terrain, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on a déjà pensé faire appel aux autres provinces, à nos voisins, pour venir aider? Puis c'est combien en nombre absolu d'employés qui sont sur le réseau? Bien, là, déjà, on a fait appel à tous des fournisseurs avec qui on travaille, des collaborateurs, là, on est avec eux au quotidien. Eux ont aussi des équipes au Nouveau-Brunswick ou dans des territoires plus limitrophes qui sont prêts, qui sont stand-by, qui sont fait appel à eux. Pour le moment, on a concentré notre force de frappe avec nos employés à Hydro-Québec. On a fait déplacer de l'Est vers les régions les plus touchées. Mais on regarde. Là. Si jamais on voit qu'il y aurait certains apports à ajouter, on le fera. Mais pour le moment, là, on est plus en mode stand-by pour d'autres régions, qu'eux autres aussi vivent des événements de leur côté. Là, pour, Je comprends qu'on préfère garder nos équipes puis attendre un 48 heures plutôt que de faire venir des équipes d'ailleurs puis que ça se règle plus rapidement. On en a fait déjà déplacer, mettons, de l'Est ou des équipes, mettons, si je prends un de nos fournisseurs, il y a des équipes au Québec, mais il y en a aussi au Nouveau-Brunswick. On a fait appel à ces équipes-là, avec ceux qu'on travaille. Mais il y a d'autres, mettons, les services publics du Nouveau-Brunswick. Ça, pas c'est ceux-là en ce moment. Là, on a une association qu'on travaille avec eux. On les a mis stand-by pour faire appel si besoin il y a. Puis vous disiez que ça se stabilise en ce moment. Pourtant, ce matin, on s'est promené puis ça tombe encore beaucoup sur les fils électriques. Vu que ça fond tranquillement, il y a aussi beaucoup de glace qui tombe. Oui. Ça vous inquiète pas pour qu'il y ait une augmentation du nombre de pannes? Il va y avoir des variations de nombre de pannes parce que quand on s'attaque aux pannes, parce qu'il y a plus de clients, admettons, je vais rétablir environ 1000 clients d'un coup, mais là, on donne la visibilité sur de nouvelles pannes, qui est peut-être 50 clients ou 100 clients qu'on ne voyait pas à cause de la panne plus de grande envergure. Là, ça va y rajouter 2 pannes sur notre lecture. Fait que le nombre de pannes va varier, mais le nombre de clients touchés, par exemple, c'est celui-là qui est stabilisé. C'est plus en termes je ne vois pas de panne qui génère de nouveaux clients par rapport au 1,1 million de ce qu'on est parti en ce moment-là. Ça semble beaucoup se stabiliser depuis quelques heures. Peut-être par... Yeah. Who's going to be answering in English? Yeah. Can you just go to the microphone, please? Yes. Just a quick, in English, you were saying that can you give us the timeline on getting the power back for people? He was saying 300 to 350,000 by midnight tonight. Can you please just give that in English and today, tomorrow, please? So at the moment, we have more than 1,100,000 customers out of service. The timeline to restore customers is in the next 24 hours, more than 300,000 customers, and we are aiming at restoring 80% of the total customers that we have now out of service before midnight Friday. Everybody has lived with power outages in Quebec. We're used to seeing Hydro-Quebec fix them in a matter of hours, not usually days. What's taking so long here? Well, a couple of reasons. First of all, the total amount of customers that we presently have out of service. So also yesterday during the freezing rain event, no work would have been possible. So some work was some teams were on the field watching the situation, but most of the work we could only start this morning. Also,
a lot of trees on the lines. Some poles need to be repaired. So the magnitude also of the event, of the damages on the system explain the length of the recovery. I understand crews from Ontario and New Brunswick have offered their help. Are you not taking them up on that? Do you not need the extra the extra labor to help out here? So at the moment, we have recalled all of our employees, the private contractors that we already have a contract with them. We also have taking help from others private contractors in Quebec. The help from outside the province, we told them we are standby for the moment. We want to wait. We think that at the moment we have the appropriate amount of workforce to intervene on the system. If we think we need more, for sure we'll call on them. Yeah. And Madame Brochu, can I just ask you a quick question in English? Sure. Can you just go to the microphone? Sure, and maybe just to add on my colleague's answer on the why don't we get more people? You need to be with them as they come in. You also need to help them and to say, okay, you can go on this work or not. So it's only normal for us to gather our team, our contractors, deploy them, and as they are integrated, if there are more needs, then we can help other people coming in. You can bring 3,000 people, they won't be able to deploy their work because it's just, you need to be with them, you need to say, okay, you can work on this line or not. So I just wanted to provide this. Oui, alors juste pour qu'on... Alors, je veux expliquer peut-être en français ce que je viens de dire en anglais. La question est très bonne. Est-ce qu'on peut avoir davantage de gens qui viennent nous aider? Comme Régis l'expliquait, on travaille avec notre monde, on déplace les gens vers ici. On travaille avec nos contracteurs. On a des gens du Nouveau-Brunswick. Ce matin, je traversais le pont Champlain, puis les gens du Nouveau-Brunswick rentraient. Mais il y a une limite à ce qu'on est capable d'intégrer dans les opérations courantes au fur et à mesure qu'on fait le travail. Alors, on pourrait avoir 3000 personnes de plus. Ils ne seraient pas capables de travailler parce que les gens ici doivent dire, OK, la section est sécurisée, tu peux y aller, il faut les accompagner. Alors, c'est pour ça que si toutefois il devait y avoir davantage de besoins, au fur et à mesure que les équipes avancent, là, on va être capable d'intégrer ces gens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le fait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas à la plus grande vitesse possible, mais c'est une question d'efficacité. Je vous en prie. Madame Brochu, just Yes. the question that I had was, you were asked it in French about, did this have to do with the fragility of the network or maintaining the vegetation around the wires? Is the reason this is so severe because not enough maintenance was done with the branches near the wires? I would say there are two main reasons here. The major one for the existing situation that we have is the amplitude of this ice storm period. Notwithstanding all the maintenance you can invest into a line, if a tree falls on the line, the tree falls on the line and it's ice and it's the weight and it's the wind, and that you can invest all the money in the world, it won't change. What the Vérificatrice Générale du Québec has said in her report said, Hydro-Québec is late in deploying its maintenance program. And we are in agreement with that. And this is why many years ago, Hydro-Québec has stepped up and started increasing the pace of the maintenance, of the equipment itself. The other thing that we have started to do is to invest more money into what we call the vegetation control. Vegetation control is what? You walk the line, look at the trees, and you see branches or trees that threaten to fall onto a line, and then you need to work with contractors. We have people from Hydro-Québec, but we also need to work with contractors. Not the only one issue, but a big issue is the availability of those workers in Quebec. We go everywhere, we hire everybody we can, the contractors do so, but you don't climb into a ladder, work on a branch near a power line without duly being prepared and educated for that. So there is this timeline. We are increasing the pace. We are working with the contractors to have more people that will be apt into making those repairs. So at the end of the day, either we cut all the trees,
which we will never do. Either we do a good job in vegetation, and that's our intention and our ambition, and then you prepare for situation like this. But today, it's ice on branches, and then you can invest all the money in the world. Your equipment will not tolerate that when they fall. And it will happen more often, that's for sure. Thank you. We have one last question in English, please. Steve Rukavina from CBC. Whoever can answer this, please. I know that yesterday you said that your online system where you estimate when power might come back on at a certain address maybe wasn't necessarily reliable. What is the status of that today? Can people go online and have an accurate estimation of when their power might come back on? Yeah, so yesterday, since the assessment of the damages were not precise enough, we remove for the regions where the event hit the more, we deactivate those restoration time. The plan that we have is as soon as a team go on the field and near the damage, assess the time of restoration, we will then display that into our customers by the website or the app on the phones. I don't know if you can explain this, but are there areas that you're targeting first to restore power? Like, is it possible to say who's going to get their power back first, generally? Well, it's not really area. It's each outage has a priority already established before any outage happen. So we really are restoring power following those priorities. So hospital, critical cities, infrastructure, and then we go down that list to restore power. Who's going to be waiting the longest? Any idea? Well, I mean, most of the time, like Régis said earlier, we have 25% of our outages that affect more than 1,000 clients. So customers that are impacted by an outage that impact a lot of customers, most of the time they're the ones that are restoring power at the first time. And secondly, it's what we are trying to do today to assess the area where the damages are the most significant, and those are the area that will take more time to restore, and we aim as having those specific area identified by the end of today. And I know you have. Can I just ask one more? C'est tout le temps qu'on nous avait pour les périodes de questions. Je vous remercie beaucoup. Merci à Sophie. Merci Pierre. Merci Régis. Merci Maxime. L'équipe média est disponible si vous avez des demandes de précision. Merci beaucoup.